Charlie Chaplin, dans les temps modernes, dénonçait le pouvoir d'asservissement de la machine sur l'homme. Aujourd'hui, notre société ne voit plus que le pouvoir potentialisateur de la machine sur l'homme. Les temps changent. La technique envahit tout, hors d'elle, point de salut. Elle occupe tout notre univers, et le corps y a succombé. Le corps s'y est laissé prendre, et s'y laisse prendre de plus en plus. Ainsi est né le cyborg. Le cyborg, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de la fusion entre l'homme, corps organique, et la machine, objet technologique. Autrefois, sujet de science-fiction, il fait partie désormais intégrante de notre quotidien, même si bien souvent on n'en a pas conscience, on ne s'en rend pas compte. Il fait partie de notre quotidien, alors certainement pas de façon aussi caricaturale, alors ça ne marche pas bien, je vais faire comme ça, pas de façon aussi caricaturale que sur cette image, mais de façon réelle et tout à fait incontestable. Dans le domaine médical, les progrès technologiques, les avancées scientifiques et cliniques sont innombrables, allant des prothèses et des implants divers jusqu'aux nanotechnologies, en passant par les révolutions informatiques, le séquençage génétique et les transgénèses, en passant par les sciences cognitives, tout domaine dont nous parlerons durant ces 2 jours. Alors, je vous rassure, on n'ira pas trop loin sur le plan technique, on les abordera plus sur le plan de la réflexion philosophique et sociétale. Regardons à nouveau cette image, pour bien comprendre que nous sommes des cyborgs, ou potentiellement des cyborgs. Un pacemaker, en haut à gauche, pour stimuler un cœur défaillant, le cœur karma du professeur Carpentier, pour remplacer un cœur épuisé, les lames prothèses de jambes d'Oscar Pistorius, restaurant la marche et la course, et lui permettant de vaincre des records de vitesse, un implant de rétine, pour donner un peu de lumière à des non-voyants, un implant cochléaire avec une électrode introduite dans l'oreille interne pour corriger certaines surdité congénitales. Et en bas à droite, vous voyez cette femme tétraplégique, incapable de faire un moindre mouvement plus bas que la région cervicale, avec au-dessus des électrodes. Voilà, donc un système d'électrodes, merci beaucoup, qui va être implanté dans le cerveau de la patiente, et les ordres que va donner cette patiente par sa pensée, sous forme d'ondes électriques, vont être traités dans un petit ordinateur placé derrière elle. Cet ordinateur va décoder le message électrique, va le reconnaître et le décoder, et l'encoder pour envoyer un ordre à, ici, un robot de membre supérieur qui va permettre de faire des gestes commandés par la pensée de cette patiente. C'est pour moi absolument extraordinaire. Et vous voyez, entre parenthèses, le sourire de contentement de cette femme pour quelque chose qu'elle était incapable de faire et qui pour nous fait partie de notre quotidien sans qu'on ait le moins de conscience. Et vous verrez que ce système est également adaptable sur des prothèses de membres, redynamiser des membres de la même façon. On peut aller encore plus loin actuellement et penser, alors je vais essayer de y arriver. Avec un système analogue, aller restimuler en aval de la lésion médulaire responsable d'une paraplégie ici, stimuler les muscles des membres inférieurs pour restaurer une marche. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais qui est encore du domaine de la recherche. Et ça, je pense que David Guiraud nous parlera de ces choses-là. Toutes ces avancées, vous le voyez, ont été d'abord destinées à supplémenter, à réparer des handicaps. Et on peut envisager aujourd'hui de s'en servir pour faire reculer les limites de la condition humaine dans un continuum insidieux, mais tout à fait logique, les détourner de leur objectif premier, quitter le champ de la thérapeutique et de la clinique, et les orienter vers celui du rehaussement de l'humain, le dépassement des capacités naturelles du sujet.
Regardez cette image. À gauche, il s'agit d'un tétraplégique qui, avec un système analogue à ce que l'on a vu tout à l'heure de commande informatique et appareillé d'un exosquelette, va pouvoir être réinvesti dans un certain degré de mobilité et de marche. À droite, vous avez un militaire parfaitement valide qui, avec un exosquelette du même type, va pouvoir se déplacer sur le terrain de guerre avec des charges de 50 à 100 kg sans la moindre fatigue. Vous voyez là le passage de l'homme réparé à l'homme augmenté. Et on verra d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, que les militaires et que les centres de recherche au niveau des gouvernements des armées sont très pointus sur ces nouvelles technologies et on recherche dans un tas de domaines, on en reparlera. Alors bien sûr, les choses sont très différentes selon que l'on s'intéresse à un individu particulier ou à l'ensemble de l'espèce humaine. Dans le premier cas, l'augmentation concerne les capacités d'un individu impliqué dans une situation qui dépasse ses propres limites et à qui la technologie va permettre de compenser ce manque. Dans le second cas, la démarche est totalement différente. Elle a pour ambition l'évolution de l'espèce humaine par le traitement systématique du plus grand nombre, voire parfois avec des modifications génétiques qui seront définitives et transmissibles à la descendance. Ça, nous en parlerons avec les généticiens. Mais vous voyez que là, on est de plein pied dans ce que l'on appelle le transhumanisme. Alors qu'est-ce que c'est le transhumanisme? C'est une idéologie portée par différents courants de la société occidentale, mais qui maintenant se mondialise, affirmant qu'il est du devoir de l'homme d'utiliser toutes les avancées scientifiques et technologiques pour performer davantage, pour augmenter ses performances. Voire même aller plus loin, à atteindre ce que certains appellent le post-humain, devenir pure machine et non pas rester au simple stade de transhumain qui est un hybride corps biologique, machine technologique. Puisque certains rêvent, et ça c'est fou, mais certains rêvent, et on parle, d'uploader leur cerveau dans un ordinateur, dans des circuits électroniques, comme dans un disque dur, qui sera chargé sur un avatar, qu'il s'agisse d'un clone ou d'un robot. Peut-être est-ce la science-fiction de demain. Certains m'ont dit, Daniel Asserki tout à l'heure m'a dit, mais c'est peut-être la science-fiction proche réalité d'aujourd'hui. Cette idéologie du transhumanisme est très développée sur le continent américain qu'il a initié, notamment dans la Silicon Valley, où les GAFA, cet ensemble de grosses industries que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, même si Amazon ne réside pas à proprement parler dans la Silicon Valley, investissent des sommes considérables dans ce domaine de technologie, dans cette recherche que sont les biotechnologies. Ainsi, peut-être demain ou après-demain, l'homme augmenté laissera-t-il la place au transhumain, cet hybride homme-machine, voire à l'homme immortel, l'homme 2.0. Alors cet homme-là, peut-il voir le jour? Où en sommes-nous des avancées de la science? Doit-il devenir réalité? Nous sommes là pour en débattre dans le plus grand respect de tous les courants de pensée, chacun étant assez grand ensuite pour se forger sa propre opinion, une fois informé dans la pluralité. Mais sans en arriver là, qui n'a pas rêvé de devenir plus intelligent, plus fort, plus beau? Qui n'espère pas rester longtemps le plus jeune possible, le plus longtemps possible? Peut-être sans parler tout de suite d'immortalité. Aujourd'hui, les avancées biotechnologiques, qui font la caractéristique du XXIe siècle, font basculer ces fantasmes dans la réalité, ouvrant la porte à de terribles tentations prométhéennes. La science-fiction d'hier devient réalité de demain et certainement réalité déjà d'aujourd'hui. Attirant, effrayant, c'est pas simple tout ça. Et sous le vocable d'homme augmenté, en fait, se cache toute l'ambiguïté du rapport que nous entretenons avec les techniques et les technologies que nous créons. Tant il est vrai que nos craintes face à ces poussées technologiques est à la hauteur de nos espoirs, tant il est vrai qu'en chacun de nous cohabite un technophile rapide à s'enflammer, à s'enthousiasmer devant l'avancée des sciences, mais aussi un technophobe qui, prenant conscience des choses, au fond de lui est paralysé, se dit mais peut-être ne faudrait-il pas faire le pas de trop.
Ces journées, toujours dans l'esprit transdisciplinaire des assises que vous a décrit tout à l'heure François Guérard, seront l'occasion de repenser peut-être à ces rêves de notre temps, aux rêves fous de conception de machines les plus folles, illustrés par Léonard de Vinci et Jules Verne, mais aussi l'occasion de revisiter ces mythes qui traversent les âges. Alors cela aurait pu être ceux de Gilgamesh, ça aurait pu être également le mythe d'Éos et Titon. Nous avons préféré nous arrêter sur le mythe du golem, parce que plus contemporain et plus ciblé, vous le verrez, Brigitte Munier sera là pour nous en parler. Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Faust, Dorian Gray auraient eu leur place ici. De même, le manifeste du cyborg de Donna Haraway. Mais le temps nous est compté, malheureusement nous n'avons que 2 jours. Il nous est compté, même si l'éternité est peut-être pour bientôt, elle n'est certainement pas pour demain, je crois que là ça se saurait. Et Dieu dans tout ça, me direz-vous. Rassurez-vous, on en reparlera cet après-midi avec Jacques Arnoux. Donc une révolution est en marche. Je crois qu'il faut en prendre conscience, prendre le temps d'y réfléchir à travers les regards croisés d'experts de tout domaine qui sont là, qui nous font l'honneur de nous apporter leur connaissance ici pendant 2 jours. Y réfléchir avant d'être mis peut-être demain devant le fait accompli et d'être emporté dans la tourmente sur les frêles esquifs de notre pauvre intelligence humaine. Alors, mesdames, messieurs les conférenciers, saurez-vous nous dire en ces 2 jours si les technologies de demain vont faire de nous des surhommes immortels ou des légumes assistés par ordinateur? Là est la question, et merci de nous éclairer. Patrick Seller, là-haut, qui va, durant ces 2 jours, nous suivre en croquant les situations, les conférenciers, en essayant de stabiliser le plus possible tout le monde avec des dessins qui viendront s'intégrer dans les communications. Oui, j'en suis pas au stade du clic, moi, je peux vous dire. Je voudrais dire un grand merci à tous les conférenciers qui nous font l'honneur et le plaisir d'être là. Sans eux, bien sûr, il n'y aurait rien. Et je veux toujours saluer et remercier cette générosité dont ils font preuve en acceptant, mais avec un engouement, l'invitation à venir partager de ce qui leur tient à cœur. Et merci beaucoup d'être parmi nous. Je voudrais remercier aussi nos partenaires financiers, avant tout la société Exis, qui nous accompagne depuis des années. Sans elle, il n'y aurait pas d'assises. Je pense que les assises constituent un des nombreux bébés de cette société. Grand merci à eux, dans la discrétion d'être toujours à nos côtés. Également le groupe Cap Santé, le groupe Protection Vie Group et le laboratoire Christec. Toujours là, aussi. Merci à la région, merci à la ville de Montpellier, merci à Montpellier Métropole. Merci à toutes les personnes dont l'aide me fut précieuse dans l'élaboration de ce programme, au premier rang desquels Isabelle Matteux, ma plus belle et ma meilleure moitié, qui, vivant dans un pays de soleil, reste toujours dans l'ombre, parce que son tempérament est la discrétion, mais de cette ombre, elle m'éclaire en permanence de sa réflexion, de ses connaissances et de son intelligence, et je voudrais l'en remercier parce que je n'aurais pas avancé dans ces assises comme je l'ai fait. Merci à Michel Matteux, qui lui aussi, restant dans l'ombre, est toujours d'un conseil technique, j'allais dire politique au sens gestion des choses, excessivement aigu, pertinent et excessivement enrichissant pour moi. Sans lui non plus, il n'y aurait pas eu quelques avancées qui se sont faites le jour. Merci à Dominique Dejoani, mon assistante, qui travaille avec moi depuis 25 ans, qui me fait cet honneur, que je qualifierais de perle, qui, sans elle, et sans Sylvie Tournier, mon assistante chirurgicale, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc je n'ai que à leur dire, mais vraiment du fond du cœur, merci de potentialiser des choses comme ça. Merci à Maxime Delouvet, qui a toujours été là pour la communication sur les sites, notamment dans les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Donc il a pris complètement en charge. Merci à Benoît Jourde, qui m'a apporté le regard extérieur en me
conseillant sur des orientations que l'on devait prendre dans la communication de ces assises. Merci à Marcel Méchali, merci à Pascal Nouvel, merci à Michel Dubarry qui m'a aidé dans une revue bibliographique, merci à Baptiste Matteux, mon fils, qui a fait une petite présentation que je vous montrerai, merci à Caroline Matteux, toujours nous aidant pour la communication, Emmanuel Servin, les doctorants et doctorantes de l'école de droit département droit et santé, qui sont à nos côtés pendant ces 2 jours pour nous épauler sur le plan de la logistique. Et merci enfin à Cédric et Lélie, les responsables techniques de cette salle, qui sont toujours là pour nous aider, pour faire en sorte que les choses, durant ces 48 heures, aillent du mieux possible. Merci enfin au concepteur de l'affiche, qui s'appelle Roch Marcorel, qui est un jeune, qui a énormément de talent. Regardez ici, c'est son autoportrait, et regardez ce dessin qu'il m'a envoyé et qui m'a absolument subjugué, ce dessin de vieille femme. Il a un talent fou. Merci à vous tous d'être là et de suivre l'avancée des assises. Le cybercorps, de l'homme substitué à l'homme augmenté, la session est désormais ouverte.